L'illusion d'une guerre inévitable. Depuis plusieurs semaines, la tension entre les États-Unis et l'Iran est présentée comme le prélude d'un affrontement majeur. Déploiements militaires spectaculaires, déclarations martiales, menaces à peine voilées, tout semble indiquer que le monde se dirige vers une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Pourtant, derrière ce bruit assourdissant, une autre réalité se dessine, plus froide, plus stratégique et surtout plus calculée. L'histoire récente montre que Donald Trump privilégie rarement l'affrontement direct lorsqu'il peut obtenir un avantage politique sans tirer un coup de feu. Menacer, pousser l'adversaire au bord du précipice, puis transformer la désescalade en victoire personnelle. Telle est la logique qui a déjà structuré sa diplomatie. Face à lui, l'Iran n'est plus un acteur isolé. Soutenu économiquement et technologiquement par Chine, il dispose aujourd'hui de leviers de dissuasion réels capables de rendre toute guerre extrêmement coûteuse. Cette crise ne se joue donc pas uniquement entre Washington et Téhéran. Elle s'inscrit dans un basculement plus large de l'ordre mondial où les alliances sont testées, les lignes rouges déplacées et la domination américaine contestée. Ce que nous observons n'est peut-être pas le compte à rebours vers une guerre, mais une mise en scène géopolitique où chaque acteur cherche à maximiser ses gains sans déclencher l'irréversible. Comprendre cette séquence, c'est dépasser l'émotion et analyser les mécanismes profonds, le rôle de l'OTAN, le risque d'escalade incontrôlée et l'émergence d'un monde désormais multipolaire. La Chine comme bouclier stratégique de l'Iran. Depuis plusieurs années, la relation entre Chine et Iran a profondément évolué. Longtemps cantonnée à une coopération diplomatique prudente, elle est désormais entrée dans une phase beaucoup plus structurante au point que Pékin joue aujourd'hui le rôle d'un véritable bouclier stratégique indirect face à la pression américaine. Cette évolution ne signifie pas une alliance militaire formelle, mais elle modifie radicalement le rapport coût/bénéfice d'une action militaire des États-Unis contre Téhéran. La Chine a d'abord renforcé son soutien économique à l'Iran. En absorbant massivement du pétrole iranien à prix réduit, Pékin offre à Téhéran une bouée de sauvetage financière face aux sanctions occidentales. Ce mécanisme ne se limite pas à de simples achats. Il repose sur des systèmes de paiement alternatifs, des banques non exposées au dollar et des circuits logistiques discrets. Résultat, l'Iran n'est plus asphyxié comme il pouvait l'être lors des précédentes campagnes de sanctions américaines. La coercition économique, jadis arme principale de Washington, perd progressivement de son efficacité. Mais le véritable tournant se situe sur le plan technologique et sécuritaire. Sans déployer de troupes ni signer de pacte de défense, la Chine transfère à l'Iran des capacités critiques, radars avancés, technologies de détection, assistance en défense aérienne et soutien dans le domaine des drones. Ces apports augmentent considérablement le coût d'une frappe américaine. Une attaque qui, hier encore, aurait été relativement unilatérale et rapide, deviendrait aujourd'hui plus risquée, plus longue et politiquement plus explosive. Ce soutien s'inscrit dans une vision stratégique chinoise de long terme. Pékin ne cherche pas à défendre l'Iran par solidarité idéologique, mais à en faire un pivot avancé de la multipolarité au Moyen-Orient. En renforçant la capacité de résistance iranienne, la Chine teste un principe fondamental. Jusqu'où un État peut-il tenir face à la pression occidentale s'il est adossé à une grande puissance non occidentale? L'Iran devient ainsi un laboratoire grandeur nature pour un monde post-hégémonique. Cette approche présente aussi un avantage majeur pour Pékin. Elle est asymétrique et peu coûteuse. La Chine n'a pas besoin d'intervenir directement ni de risquer un affrontement militaire avec les États-Unis. Elle se contente d'élever progressivement le seuil de la douleur pour Washington. Plus le coût d'une intervention augmente, plus la probabilité d'une attaque diminue. C'est une stratégie de dissuasion indirecte, discrète mais redoutablement efficace. Enfin, ce rôle de bouclier chinois change la psychologie stratégique à Washington. Les décideurs américains ne doivent plus seulement calculer le rapport de force avec l'Iran, mais aussi anticiper les conséquences d'un affrontement avec un État soutenu par la deuxième puissance mondiale. Même sans tirer un seul missile, la Chine réussit ainsi à contraindre la liberté d'action américaine.
En résumé, la Chine ne protège pas l'Iran par un parapluie militaire classique, mais par une combinaison d'économie, de technologie et de stratégie globale. Ce bouclier invisible ne garantit pas l'absence de conflit, mais il transforme profondément les règles du jeu et annonce un Moyen-Orient où la domination américaine n'est plus automatique. Le piège de Trump pour l'OTAN. Dans cette crise, la stratégie de Donald Trump vis-à-vis de l'OTAN n'a rien de classique. Contrairement à l'image d'un dirigeant isolationniste, Trump cherche ici à instrumentaliser l'Alliance atlantique non pas pour partager le fardeau militaire, mais pour façonner une perception politique et stratégique. L'objectif central n'est pas la coopération, mais la mise en scène d'une unité occidentale destinée à impressionner autant Téhéran que Pékin. En sollicitant l'OTAN, Trump cherche d'abord à diluer la responsabilité. Une action présentée comme collective permettrait de réduire le coût politique intérieur d'une escalade. Ce ne serait plus la guerre de Trump, mais une réponse occidentale face à une menace globale. Cette logique est essentielle dans un contexte où l'opinion publique américaine reste profondément hostile au conflit prolongé au Moyen-Orient. Mais ce calcul se heurte à une réalité fondamentale. L'Europe est structurellement réticente. Les principales capitales européennes redoutent un choc énergétique majeur. Une confrontation avec l'Iran ferait flamber les prix du pétrole et du gaz, aggravant l'inflation et fragilisant des économies déjà sous tension. Pour beaucoup de dirigeants européens, le coût d'un alignement automatique sur Washington dépasse largement les bénéfices stratégiques. Trump le sait et c'est précisément là que réside le piège. En forçant l'OTAN à se positionner, il cherche à verrouiller politiquement l'Europe. Une fois engagée, même symboliquement, l'Alliance aurait plus de mal à se désolidariser en cas d'escalade progressive. Cette stratégie vise moins une guerre immédiate qu'un engrenage, déclaration commune, renforcement de posture, puis implication croissante. Il y a aussi un message indirect adressé à la Chine. En mobilisant l'OTAN, Trump tente de démontrer que, malgré les divisions internes, l'Occident reste capable de se coaliser face à un adversaire soutenu par Pékin. C'est une bataille de crédibilité globale. Si l'OTAN apparaît paralysée ou divisée, cela renforcerait l'idée d'un déclin irréversible de la puissance occidentale. Cependant, cette manœuvre comporte un risque majeur pour Washington. En cas de refus européen clair ou de soutien minimal, Trump exposerait au grand jour la fragilité du leadership américain. L'OTAN deviendrait alors non pas un multiplicateur de puissance, mais un révélateur de fissures stratégiques profondes. En définitive, le piège de Trump pour l'OTAN est à double tranchant. S'il réussit, il recrée l'illusion d'une unité occidentale capable de dissuader l'Iran et la Chine. S'il échoue, il accélère la perception d'un monde où les alliances américaines sont conditionnelles, hésitantes et de moins en moins fiables. Les risques d'une escalade mécanique. Le danger principal de cette crise n'est pas une guerre totale immédiate, mais ce que les stratèges appellent une escalade mécanique, une succession de frappes limitées, de ripostes calibrées et de décisions prises sous pression jusqu'à ce que le conflit devienne incontrôlable. C'est précisément ce scénario qui inquiète le plus les états-majors. Contrairement aux conflits passés, l'Iran dispose aujourd'hui de capacités de riposte directe crédibles. Ses missiles balistiques de précision et ses drones longue portée peuvent frapper des cibles américaines sensibles dans le Golfe, notamment au Qatar ou à Bahreïn, où sont stationnées des forces américaines clés. Ces capacités modifient profondément le calcul du risque. Une frappe américaine ne resterait pas sans réponse. Le scénario le plus probable n'est donc pas une invasion massive, mais une logique de coup pour coup. Une frappe américaine limitée entraînerait une riposte iranienne ciblée. Cette riposte appellerait à son tour une réponse américaine, ne serait-ce que pour des raisons de crédibilité politique. Chaque étape serait justifiée comme nécessaire et proportionnée, tout en rapprochant les deux camps d'un conflit ouvert. À cela s'ajoute le rôle des alliés régionaux de l'Iran, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen ou certaines milices en Irak disposent de moyens suffisants pour ouvrir plusieurs fronts simultanés. Les forces américaines, déjà étirées, auraient des difficultés à gérer 6 ou 8 théâtres de tension en même temps sans mobiliser des ressources massives. Le piège est aussi politique. Une fois des soldats américains tués, même en nombre limité,
la pression intérieure aux États-Unis pour finir le travail deviendrait intense. Trump, qui cherche à éviter une guerre longue, pourrait se retrouver prisonnier de sa propre rhétorique de fermeté. Enfin, l'escalade mécanique comporte un risque systémique. Elle rendrait toute désescalade politiquement coûteuse. Chaque camp craindrait d'apparaître comme celui qui recule. Ce mécanisme est d'autant plus dangereux qu'il peut se déclencher sans intention initiale de guerre totale. En résumé, le vrai danger n'est pas la décision consciente de déclencher une guerre, mais la dynamique même de l'escalade. Une fois enclenchée, elle pourrait entraîner les États-Unis et l'Iran dans un conflit que ni l'un ni l'autre ne souhaitait réellement, mais que plus personne ne serait capable d'arrêter. Les États-Unis ne parlent plus de simples représailles. Ils parlent d'une riposte massive. C'est un mot lourd, un mot calculé, un mot qui, dans le langage stratégique américain, n'est jamais utilisé à la légère. Face à eux, il y a l'Iran, une puissance régionale aguerrie, un régime habitué aux confrontations indirectes, un acteur qui ne plie pas facilement. Le Moyen-Orient est déjà sous tension, mais ce qui se joue maintenant pourrait faire basculer toute la région. Alors, sommes-nous à la veille d'un affrontement direct entre Washington et Téhéran? Ou assistons-nous à un jeu d'intimidation qui devient de plus en plus dangereux? Ce qui est certain, c'est que le monde entier observe, et que la moindre erreur pourrait coûter extrêmement cher. Quand les États-Unis annoncent une riposte massive, ce n'est pas juste une formule. Dans leur vocabulaire stratégique, cela signifie des frappes multiples, des cibles stratégiques, des infrastructures sensibles, et surtout un message de dissuasion très clair. Ce n'est plus une réponse symbolique, ce n'est plus une frappe limitée destinée à sauver la face. C'est une démonstration de puissance. Mais pourquoi maintenant? Parce que Washington estime que le seuil de tolérance a été franchi. Des attaques contre des positions américaines, des frappes indirectes menées par des groupes alliés à Téhéran, une pression constante sur les bases, les navires et les intérêts occidentaux. Pendant des mois, la stratégie américaine a été la retenue calibrée, répondre sans provoquer l'embrasement. Mais aujourd'hui, le ton change. Et ce changement de ton est en soi un signal très fort. Entre les États-Unis et l'Iran, il n'y a pas officiellement de guerre. Mais il y a une confrontation permanente. Une guerre indirecte, une guerre par procuration, une guerre d'usure. Depuis des années, les deux puissances s'affrontent sans jamais se déclarer la guerre. En Irak, en Syrie, dans le Golfe, à travers des milices, des frappes ciblées, des opérations de renseignement. Chacun teste l'autre, chacun avance d'un pas, puis recule de deux. Le problème, c'est que ce type de confrontation repose sur un équilibre extrêmement fragile. Un équilibre basé sur la dissuasion, sur la peur de l'escalade, sur le calcul rationnel. Mais l'histoire nous l'a montré, les conflits ne commencent pas toujours par volonté. Ils commencent parfois par erreur. Une frappe mal interprétée, un nombre de victimes inattendues, un symbole national touché, et la spirale démarre. Le risque d'embrasement régional est immense. Le Moyen-Orient n'est pas une région stable. Il est déjà traversé par de multiples lignes de fracture, conflits armés, rivalités religieuses, compétitions énergétiques, influences étrangères. Dans ce contexte, une confrontation directe entre Washington et Téhéran ne resterait pas bilatérale. Elle impliquerait automatiquement des acteurs secondaires. Des milices en Irak, des groupes armés en Syrie, des forces alliées au Liban, des tensions maritimes dans le Golfe. Et surtout, le détroit d'Ormuz. C'est un passage stratégique, un goulet énergétique mondial, une artère vitale pour le pétrole. Si ce détroit est perturbé, les conséquences sont immédiates. Une hausse brutale des prix de l'énergie, une inflation mondiale, des tensions sur les marchés financiers, des pressions politiques en Europe et en Asie. Une crise régionale devient alors une crise globale. Face à cela, quelle est la stratégie iranienne? L'Iran ne joue pas sur le même terrain que les États-Unis. Militairement, Washington dispose d'une supériorité technologique écrasante, avec sa flotte aéronavale, ses capacités satellitaires, son renseignement avancé. Mais Téhéran mise sur autre chose, la stratégie asymétrique. Cela signifie éviter l'affrontement frontal, multiplier les pressions indirectes et éroder l'adversaire sur la durée. C'est une stratégie patiente, calculée, endurante. L'objectif n'est pas de gagner une bataille,
mais de rendre le coup politique et stratégique insupportable pour l'adversaire. Et c'est là que la situation devient explosive. Car si Washington estime que cette stratégie a franchi un seuil critique, alors la logique de retenue disparaît. Cette menace de riposte massive n'est donc pas seulement militaire, elle est avant tout politique. C'est un message envoyé à l'Iran. Nous sommes prêts à aller plus loin. C'est un message envoyé aux alliés du Golfe, nous garantissons encore votre sécurité. Et c'est un message envoyé à l'opinion américaine, nous ne tolérons pas les attaques. Mais en diplomatie, chaque posture ferme réduit la marge de manœuvre. Plus la menace est claire, plus un recul devient coûteux. Si la riposte annoncée n'est pas à la hauteur des mots utilisés, la crédibilité américaine peut être affaiblie. Et dans les relations internationales, la crédibilité est une arme. Alors, quels sont les scénarios possibles? Premier scénario, une frappe calibrée, des cibles précises, un message fort mais limité. La tension monte, puis redescend progressivement. Deuxième scénario, une frappe plus large, des pertes significatives, une riposte indirecte iranienne. On entre dans une escalade graduelle. Troisième scénario, le plus dangereux. Une erreur de calcul, un événement imprévu, une réaction en chaîne. Et là, la confrontation devient directe. Le problème, c'est qu'aucun acteur ne contrôle totalement toutes les variables. Il suffit d'un incident, un missile mal ciblé, un navire touché, une base attaquée, et la logique politique bascule. L'impact de tout ceci serait mondial. Ce qui se joue ici dépasse largement la région. Le Moyen-Orient est un carrefour stratégique pour l'énergie, les routes commerciales, les influences militaires. Une déstabilisation majeure aurait des répercussions immédiates, hausse du pétrole, pression sur les économies occidentales, fragilisation des marchés émergents et renforcement des blocs géopolitiques. Les grandes puissances observeraient, mais ne resteraient pas neutres. Et c'est précisément ce qui rend la situation si sensible. Sommes-nous donc au point de bascule? Nous sommes peut-être dans ces heures critiques où l'histoire hésite. Les déclarations sont fortes, les navires se positionnent, les alliances se consolident. Mais pour l'instant, aucune frappe majeure n'a encore déclenché l'irréversible. Tout dépendra de la proportionnalité. Tout dépendra du calibrage. Tout dépendra de la capacité des deux camps à envoyer un message sans ouvrir la porte à l'incontrôlable. Une riposte massive. Un Moyen-Orient sous pression. Des alliances sur le qui-vive. Nous sommes face à un moment stratégique majeur. Ce n'est peut-être qu'un épisode de plus dans un bras de fer ancien, ou peut-être le début d'une nouvelle phase, plus directe, plus risquée, plus imprévisible. Dans ce type de crise, ce ne sont pas toujours les intentions qui déclenchent les guerres. Ce sont les enchaînements, les erreurs, les malentendus, les réactions en cascade. Les prochaines heures, et surtout les prochaines décisions, seront déterminantes. Restez attentifs, car ce qui se joue maintenant peut redessiner l'équilibre régional et impacter le monde entier. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez suivre l'évolution de cette situation et d'autres grands enjeux internationaux, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. À très bientôt.